avec l'infini, c'est certainement le concept mathématique dont la représentation, la compréhension est la plus délicate. Ça ouvre des abîmes de complexité conceptuelle. Le calcul des probabilités, je comprends très bien comment les faire. Je comprends très mal ce que ça signifie. Les trois grandes visions qui s'affrontent ou qui se complètent sur le sens des probabilités, c'est la vision selon laquelle l'expérience, un objet a une certaine propension à agir comme ceci, comme cela, comme quelque chose d'intrinsèque. Ou bien la vision fréquentiste selon laquelle si on répète l'expérience un grand nombre de fois, on la verra une certaine fraction des fois s'organiser comme ceci. Ou encore la vision bayésienne selon laquelle les probabilités sont des mesures de notre connaissance ou de notre ignorance, de notre façon de voir les choses, etc. Ça traduit l'information qu'on a dessus. Henri Poincaré, Science et méthode, livre 1er, chapitre 4, le hasard. Comment oser parler des lois du hasard? Le hasard n'est-il pas l'antithèse de toute loi? Ainsi s'exprime Bertrand au début de son calcul des probabilités. La probabilité est opposée à la certitude. C'est donc ce qu'on ignore, et par conséquent, semble-t-il, ce qu'on ne saurait calculer. Il y a là une contradiction, au moins apparente, et sur laquelle on a déjà beaucoup écrit. Et d'abord, qu'est-ce que le hasard? Les anciens distinguaient les phénomènes qui semblaient obéir à des lois harmonieuses, établies une fois pour toutes, et ceux qu'ils attribuaient au hasard. C'étaient ceux qu'on ne pouvait prévoir, parce qu'ils étaient rebelles à toute loi. Dans chaque domaine, les lois précises ne décidaient pas de tout. Elles traçaient seulement les limites entre lesquelles il était permis au hasard de se mouvoir. Dans cette conception, le mot hasard avait un sens précis, objectif. Ce qui était hasard pour l'un était aussi hasard pour l'autre, et même pour les dieux. Alors nous accueillons Alice Guillonnet. Merci beaucoup Alice d'être avec nous ce soir. Alice, vous êtes mathématicienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous travaillez dans le Centre de mathématiques pures et appliquées de l'École normale supérieure de Lyon et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences. Alors, j'avais une question. Vous savez que pour Paul Valéry, le hasard était la source de toutes les surprises. Et pour une mathématicienne, le hasard, qu'est-ce que c'est? Et comment, comme le dit le texte de Poincaré, peut-on faire des calculs précis sur quelque chose qui est, par nature, totalement aléatoire? Eh bien, en fait, le hasard, il faut le dire, pour une mathématicienne, c'est très pratique. On peut l'utiliser pour modéliser tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas calculer. Alors, par exemple, une pièce de monnaie, on va l'acheter, et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va essayer de calculer le mouvement de la pièce, la gravité, toute la physique, pour dire de quel côté elle est tombée? On ne va jamais dire ça. On va dire... la pièce, elle est tombée côté pile avec probabilité 1,5, côté face avec probabilité 1,5 aussi. Donc là, on voit que finalement, grâce au hasard, on a pu modéliser un phénomène très très complexe. Pareillement, si je tire la pièce plusieurs fois, je vais avoir tendance à dire qu'en tout cas, si c'est moi qui la tire, ça va être de façon indépendante. Si je l'ai tirée 2 fois, la première fois j'aurai pile, ça ne va pas du tout influencer ce que j'aurai au second tour. J'aurai pile ou face encore avec probabilité 1,5.
Donc jusque-là, tout va bien, ça semble être du bon sens, mais grâce à ça, finalement, je vais pouvoir faire des mathématiques. Je serais partie d'une situation inconnue, mais j'aurais dit que je connais des choses sur cet inconnu. Je sais qu'avec probabilité 1,5, j'aurai pile, j'aurai face, et que l'expérience sera indépendante. Et ça va permettre de faire des calculs, beaucoup de calculs d'ailleurs que vous connaissez. Par exemple, la loi des grands nombres. Donc si je tire cette pièce, disons 10 000 fois, je m'attendrai à trouver pile à peu près la moitié du temps, disons entre 4 et 6 000 fois. Pour faire une grosse erreur, là, j'aurai une très grosse probabilité que ça arrive comme ça. Et puis si je veux raffiner, j'utiliserai ce qu'on appelle le théorème central limite, qui me dira, l'erreur, en fait, ça va être de l'ordre de la racine carrée de 10 000, donc ça fait 100. C'est pour ça que j'ai choisi 10 000. Et donc, une fois qu'on a fait ces calculs, on se rend compte donc que ce modèle, qui paraissait très simple, du bon sens, nous permet de calculer des choses. Et puis, rétrospectivement, on peut se dire, finalement, quand j'ai tiré ma pièce, peut-être que je verrai apparaître pile 3 fois sur 4. Disons 6 000 fois. Ouais. 6 000. Ouais, bref. Donc, plutôt 3 fois sur 4. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais en fait que mon modèle était mauvais. Par exemple, on m'a passé une pièce qui était truquée. La pièce, elle avait plus tendance à tomber sur pile. Donc, c'est une façon d'opérer, de faire des calculs, et qui est très très générale en mathématiques, aussi bien en statistiques, ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes. On a des modèles, et puis qui dépendent de paramètres, et puis en fait, on va faire des expériences, on va les comparer pour essayer de trouver les meilleurs paramètres tels que notre modèle décrive bien ce qu'on observe. Et c'est en particulier dans ce que je fais, par exemple, les matrices aléatoires. Il y a un physicien très connu, Freeman Dyson, qui a dit la matrice aléatoire que vous allez choisir, par exemple pour modéliser un Hamiltonien de noyaux lourds, eh bien, vous allez choisir aussi aléatoirement possible, mais qui respecte les symétries qu'on connaît du modèle. Par exemple, cette matrice, elle va avoir des entrées, des coefficients symétriques. Et puis, à la fin, on fait beaucoup de calculs grâce à toutes ces hypothèses, et on va les comparer à notre expérience. Donc, par exemple, là, ça sera les niveaux d'énergie, qui sont les valeurs propres. Est-ce qu'ils ont une distribution qui est similaire dans notre modèle mathématique et dans l'observation? Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on sera poussé à trouver d'autres propriétés physiques qu'on avait peut-être négligées, qui en fait étaient importantes. Donc, c'est en gros comme ça que ça marche. Très bien. Et alors, une application qui intéresse tout le monde, et moi-même en tant que directrice de théâtre, vous savez que les affaires sont dures, et j'aimerais bien savoir si il existe des martingales et si je peux gagner à la roulette. C'est possible ça avec les calculs, Alice? Eh bien, Elisabeth, vous n'êtes pas la première à vous poser cette question. Donc, les probabilités sont apparues au XVIe siècle grâce au jeu de hasard. En fait, c'est un mathématicien qui s'appelle Cardano, qui était un grand inventeur, un peu dans le style Léonard de Vinci, donc un inventeur italien. Il a inventé le joint de cardan, qu'on trouve encore dans les voitures apparemment. Et il était aussi toujours un peu à court d'argent en fin de mois, et donc c'était un grand joueur également. Et ça a été le premier à comprendre que le hasard, en fait, peut-être on pouvait le maîtriser. On pouvait peut-être en faire une science de ce hasard. Et par exemple, il a essayé de faire des calculs. Si je tire 5 dés 10 fois, quelle est la probabilité que j'ai 2 6, que j'ai un double 6? Des choses comme ça, donc pour vraiment arriver à avoir une supériorité sur ses concurrents. Donc ça, c'était vraiment sa motivation première. Il a écrit un livre donc, au XVIe siècle, qui a été publié simplement un siècle plus tard, qui s'appelait le livre des jeux de la chance. Un siècle plus tard encore, enfin non, justement au XVIIe siècle, Fermat et Pascal ont remis sur la sellette les probabilités en essayant aussi de répondre à une question de jeu de hasard. Alors cette fois, c'était le chevalier de Méret qui connaissait des gens qui avaient un problème de jeu interrompu. Donc imaginez que vous avez un jeu où vous lancez une pièce, et disons qu'il y a Pierre qui va gagner si c'est pile, et Jacques qui va gagner si c'est face, et il faut avoir gagné 3 fois pour avoir remporté la mise. Et maintenant, ils doivent arrêter le jeu alors qu'il y en a un qui a gagné 2 fois et l'autre qui a gagné 1 fois. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour partager l'argent? Donc l'idée, c'est de partager l'argent selon la probabilité qu'ils vont avoir de gagner
D'accord? Donc c'est la probabilité conditionnelle, conditionnellement au fait qu'il y en a un qui a gagné 2 fois et l'autre 1 fois. Quelle est la probabilité que Pierre gagne à la fin? Alors là, le calcul, ça va être en fait, ce qu'ils ont compris, c'est que ce qu'il fallait calculer, c'est le nombre d'événements favorables. D'accord? Donc Pierre, qui avait déjà gagné 2 fois, comment est-ce qu'il aurait pu gagner, sachant qu'il avait gagné 2 fois? Donc soit il peut gagner au prochain coup, donc ça il a une probabilité à 1,5, puis là il aura gagné 3 fois. Soit il peut perdre au prochain coup, mais gagner à celui d'après, parce qu'à ce moment-là, l'autre il n'aura pas encore gagné 3 fois. Donc on voit que la première fois il y a une probabilité 1,5, et puis la deuxième fois, il y a une probabilité 1,5 fois 1,5. D'accord? Puisqu'il fallait avoir perdu au premier coup et gagner au second. Donc ça fait 3 quarts. Donc en fait, il doit remporter 3 quarts de la mise. Donc on voit déjà qu'au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de notions qui se sont développées grâce au jeu de hasard. Alors après, au XVIIIe, grâce à Laplace, Gauss et tout ça, les probabilités se sont développées dans de nombreuses autres sciences. Mais on peut dire que le jeu a toujours été une grande motivation des probabilités. Alors pour revenir à la question de la martingale gagnante, que vous attendez tous, alors qu'est-ce qu'on voit comme martingale si on regarde sur internet? Donc on nous parle de martingale gagnante, et l'idée de la martingale gagnante va être toute simple, ça va être que la chance tourne. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez baser votre stratégie sur le fait que par exemple si vous jouez un pile ou face, et ben à un moment il y aura un pile qui va apparaître. Donc, disons que vous êtes gagnant si vous avez pile, à un moment le pile doit apparaître avec probabilité 1. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous commencez à jouer, alors là, face, vous perdez. Après, vous mettez le double de votre mise. Comme ça, si vous gagnez, vous aurez gagné non seulement votre mise, mais aussi ce que vous avez perdu le coup d'avant. Et là, vous allez recommencer. D'accord? Donc tant que vous avez perdu, vous refaites la même stratégie, et de cette façon-là, vous voyez que au moment où vous gagnerez, vous aurez pu tout rembourser, donc vous n'aurez rien perdu. Et éventuellement, vous pouvez même jouer un peu plus, comme ça vous gagnez. Mais évidemment, il y a un truc là-dedans, c'est que, il faut avoir beaucoup d'argent, parce que vous ne savez pas quand vous allez gagner. Il ne faut pas qu'on arrête votre jeu avant que vous ayez gagné. Et il faut avoir beaucoup de temps. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à la fin, à la roulette, déjà, il faudra attendre longtemps. Et en plus, à la roulette, il y a un truc, c'est que, par exemple, on va vous dire, jouez les rouges. Si vous gagnez, ça tombe sur rouge, on va vous rembourser votre mise, on va vous redonner le montant de votre mise. Donc c'est comme a priori au pile ou face. Mais là, il y a un truc, c'est que vous avez 18 rouges, 18 noirs, et vous avez le 0. D'accord? Et le 0, il n'a pas de couleur. Donc en fait, de gagner rouge, vous n'avez pas une demi-chance, mais vous avez donc 18 sur 37. D'accord? Ce qui est strictement plus petit qu'un demi. Donc vous voyez que la banque, enfin le casino, quand il vous propose de doubler votre mise, finalement, il vous a un peu arnaqué parce qu'il va toujours gagner en moyenne. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il vaut mieux pas jouer. Merci beaucoup. Moi, je crois que je vais demander à un magicien son avis parce que j'aurai beaucoup plus de chances de me refaire à la roulette ou aux cartes. Alors, nous accueillons... c'est Olivier de Faïs qui est saxophoniste. Et nous attendons Bébel le magicien. Vous portez le saxo de Olivier maintenant? Alors, je suis saxo et Olivier c'est le magicien. Je suis magicien, moi. Ah non, mais non, moi c'était pas comme ça que je vous ai engagé, je suis désolée. C'est venu pour faire les tours de cartes. Et je crois qu'il y a une erreur sur l'affiche où on s'est trompé de théâtre. Non, il n'y a pas d'autre théâtre dans le coin. Il y a un truc qui s'appelle les Boucles du Nord, mais il faut pas ça. C'est peut-être ça. Non, c'est pas. Ouais, Non, pas du tout. Non. Ah, mais vous avez vu tout le monde qu'il y a dans la salle, vous êtes fous ou quoi? Moi, je crois qu'on va choisir au hasard. J'ai une idée. Voilà, on va demander son avis au public et on va tirer au hasard. Alors, est-ce que Loïc veut bien venir m'aider? Merci Loïc. Loïc va vous distribuer à certains d'entre vous un petit papier où il y aura écrit soit Bébel, soit Olivier. Et en dessous,
vous pourrez écrire avec le stylo qui va vous distribuer aussi s'il ne veut pas tout tomber. Et vous pourrez écrire la profession que vous pensez être, celle de Bébel ou d'Olivier. Donc vous pouvez écrire saxophoniste ou magicien. Et vous pouvez écrire également, si vous voulez, directeur de théâtre, mathématicien, Pilote de ligne, moi, pilote de ligne, ben voyons, pilote de ligne, voilà. Alors vous écrivez ce que vous pensez, et puis vous pliez le petit papier en deux. Alors, Léonore, merci beaucoup de venir nous aider. Donc, tout le monde a mis les petits papiers dans l'enveloppe. Alors je vais te demander de bien secouer l'enveloppe. Bien, 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 bien. Encore un peu. Voilà. Très bien. Ça me paraît bien. Hein? Alors, moi je vais secouer encore un petit peu plus. Et puis on va ouvrir l'enveloppe pour voir ce que le hasard a décidé. Alors, pendant que j'ouvre, Léonore, tu te prépares à prendre deux petits papiers et tu vas en donner un à Olivier et un à Bébel. On en prend deux au hasard. Tu es sûr? C'est cela que tu veux? Bon, très bien. Alors, un à Olivier, un autre à Bébel. Alors, vous lisez ou... Tu vas dire. Olivier, saxophoniste. Et Bébel, magicien. Ben voilà, le hasard a bien fait les choses. Merci Léonore, merci beaucoup pour ton aide. On va se débrouiller. Bah, tu souffles par le haut. Ah, d'accord. Ah oui, parce que vous m'expliquez maintenant. Ouais, je suis obligé. Alors, il y a deux couleurs. Hein. Il y a du rouge et du noir. Tu verras. Ah, oui, ça va. Ça va. Si une Ça, fois c'est des simple. couleurs, Alors faites voir ce que vous savez faire. je vais prendre le gros. Plus. J'ai l'impression que c'est plus. J'ai plus confiance en Bébel pour me sortir 4 as d'un coup. Alors nous allons maintenant accueillir Annick Lem. Annick est physicienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous partagez votre temps entre le Centre de physique théorique de la matière condensée à Paris
et l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Alors, Annick, en physique, on parle souvent de désordre. Alors, je voudrais savoir, d'une part, vous nous expliquiez simplement qu'est-ce que c'est le désordre en physique, et puis également pourquoi on associe désordre et hasard. Alors, désordre et hasard sont des termes du langage courant, des notions du langage courant. Pour les utiliser scientifiquement, il convient d'abord de les formaliser, de voir quelle est la notion scientifique qu'il y a derrière. Alors je vais commencer par le désordre, en prenant l'exemple des cartes, du paquet de cartes, où on tire des cartes au hasard. Si je tire au hasard 7, 10 et roi, donc 7 de cœur, 10 de pique, roi de carreau, premier tirage. Deuxième tirage, je tire le 7 de pique, le 8 de pique et le 9 de pique. Tout le monde dans la salle, en tout cas la plupart des gens, vont penser que le deuxième tirage est beaucoup moins désordonné, beaucoup moins aléatoire que le premier. Or, quand je prends un paquet bien mélangé, que je ne suis pas magicienne, mais juste quelqu'un comme n'importe lequel de vous, j'ai autant de chances de tirer n'importe quelle carte. Donc j'ai autant de chances, il n'y a pas plus de hasard dans le premier tirage et dans le second tirage. Donc quelle est la solution de ce paradoxe? Ce paradoxe qui laisse penser que pour un même tirage au hasard, je vais avoir parfois du désordre, parfois quelque chose de très ordonné. La solution est en fait un point de vue très subjectif que l'on a sur le désordre et sur notre façon d'envisager les événements aléatoires. Ce qui se passe entre ma vision du premier tirage et ma vision du second, c'est que je ne compare pas le premier tirage et le second. Je compare l'ensemble des tirages où les cartes sont de la même couleur et se suivent avec tous les autres. Et donc, à partir de là, le second tirage paraît très exceptionnel parce que je n'ai pas beaucoup de combinaisons où les cartes vont être de la même couleur et se suivent. Alors que j'ai l'ensemble des autres tirages qui rentrent dans la deuxième catégorie. En fait, je ne compare pas deux tirages qui ont la même probabilité de se produire, d'être obtenus, mais je compare deux catégories qui n'ont pas du tout le même nombre d'éléments. C'est un petit peu la même chose quand vous prenez une date particulière, le 12 décembre 2012, 12-12-12, ça vous paraît une date exceptionnelle. Elle n'est pas plus exceptionnelle que n'importe quelle autre date. Mais quand on la considère, on regarde les dates où les trois nombres coïncident par rapport à l'ensemble des autres. Et c'est notre vision des coïncidences, les choses qui se produisent au hasard, les conjonctions qui nous paraissent miraculeuses, c'est en fait qu'on regarde un événement par rapport à l'ensemble des autres. Et pour une piste pour comprendre, pour mieux appréhender ces notions de hasard et de désordre, c'est de les comparer. Qu'est-ce qui ne serait pas un événement au hasard? Qu'est-ce qui ne serait pas un système désordonné? Donc voilà une première réponse. Nous en aurons donc d'autres au cours de la soirée. Merci. Je crois savoir que vous avez beaucoup travaillé sur le vivant aussi. Alors, quelle est l'importance du hasard dans les processus génétiques? Alors, les processus génétiques sont une partie du vivant, alors certes elle est fondamentale puisqu'elle participe au développement des organismes. Alors, dans les processus biologiques, qu'ils soient génétiques ou n'importe quels autres processus, il y a une base moléculaire, il y a une base physique. Les êtres vivants sont d'abord et aussi des systèmes physiques. Donc ils sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes processus aléatoires que les systèmes physiques. Toutes les molécules qui nous composent sont animées d'agitation thermique. Les molécules ne sont pas figées dans un point précis de l'espace, mais elles sont en mouvement erratique à l'intérieur de nos cellules, par exemple. Donc, on a l'impression que le vivant est ancré dans des processus entièrement aléatoires, entièrement régis par le hasard. C'est oublier une différence essentielle entre les processus, entre les systèmes physiques et les systèmes vivants,
qui est l'intervention de l'évolution par sélection naturelle dans tout ce qui constitue le vivant qu'on observe aujourd'hui. Et cette évolution, qui a été soumise à sélection répétée, permet la mise en place de choses qui ne sont plus du tout du hasard, de choses qui sont, le terme qu'on emploie techniquement, c'est canalisé. Cela veut dire qu'il y a eu mise en place de mécanismes de régulation, de rétroaction de l'organisme sur les processus et les éléments qui le constituent, sur les processus élémentaires. Et cette façon que le vivant aujourd'hui a de contrôler les mécanismes moléculaires aléatoires permet d'obtenir des organismes relativement reproductibles, relativement identiques les uns aux autres. On est relativement identiques à nous-mêmes d'un jour à l'autre, même s'il y a eu plein de processus aléatoires au niveau moléculaire qui se sont produits. Et cette capacité qu'a le vivant aujourd'hui de contrôler, de maîtriser en partie les processus physiques aléatoires au niveau moléculaire, c'est vraiment ce qui distingue, quoi. C'est une des choses importantes qui distingue les systèmes physiques et les systèmes vivants. Et pour prendre une métaphore et revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, une métaphore est celle du magicien. Vous avez vu un mélange des cartes, un mélange qui paraît tout à fait aléatoire. Une partie est, en tout cas, très très aléatoire, vous l'avez vu. Mais le magicien est un peu au-dessus du hasard et vous allez voir tous les miracles que cela peut faire. Si j'ai bien compris, le vivant est un peu magicien. Alors, nous allons maintenant recevoir Christian Walter. Christian est actuaire et philosophe. Alors, il va falloir que vous nous appreniez ce que c'est que actuaire. Vous êtes chercheur associé au Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous êtes titulaire de la chaire éthique et finance du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Alors, Christian, peut-être vous allez nous dire d'abord ce que ça veut dire actuaire. Alors, un actuaire, c'est quelqu'un qui travaille sur le hasard.
et sa matière première, son objet. Et l'idée générale, c'est de considérer des choses qui sont incertaines, imprévues, aléatoires et qui vont arriver dans le futur et dont on ne sait pas qu'elles vont arriver. De se demander comment est-ce qu'on va les évaluer et essayer d'estimer leur coût en termes financiers. C'est-à-dire qu'on va partir des futurs et des futurs contingents, donc dans l'avenir, et les transformer en argent présent. Donc l'actuaire est quelqu'un qui va au fond transformer par le temps du hasard futur en argent présent. C'est-à-dire qu'en pratique, quand vous avez une assurance automobile pour un accident sur une carrosserie, mais aussi quand on veut s'intéresser au risque d'une vague centenale pour une centrale nucléaire, on arrive très généralement à des calculs qui sont en fait des calculs qu'on appelle actuariels. Merci. Alors, comme vous êtes aussi philosophe, j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce que c'est que le hasard pour un philosophe? Alors, en fait, de manière très très simple et schématique, sur 2000 ans, pour faire court, la question traîne de part et d'autre l'histoire des idées en philosophie. Et en général, on distingue deux manières de voir les choses, et que deux seules. Soit on imagine que le hasard, c'est un mot que l'on pose sur notre ignorance des causes. C'est-à-dire que, au fond, on se dit quelque part que si on pouvait savoir tout sur tout et connaître parfaitement les causes et leurs effets jusqu'à la plus petite échelle de la matière ou des phénomènes sociaux, on pourrait tout prévoir jusqu'à l'infini. Et ça, c'est la conception qui a été extrêmement bien décrite par ce très grand mathématicien qui était Pierre-Henri Simon de Laplace au XVIIIe siècle, dans son essai sur les probabilités, le mémoire de Laplace. Et Laplace imagine un personnage qu'il appelle le démon, et le démon de Laplace connaîtrait tout sur tout. Et finalement, dit Laplace, on pourrait prévoir ad infinitum l'évolution parfaite et complète de l'univers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'univers. Donc le démon de Laplace est la figure, en quelque sorte, du hasard par ignorance. Parce qu'à l'inverse, on pourrait imaginer que puisqu'on fait du hasard le signe de notre ignorance des choses, donc de notre manque d'information sur les phénomènes que l'on observe, on pourrait imaginer qu'il suffirait d'augmenter ou d'accroître l'information sur les choses pour finalement réduire l'incertitude et faire disparaître le hasard. En passant, aujourd'hui, le mouvement normatif, réglementaire, international qui demande d'accumuler 1000 pages pour ouvrir un compte bancaire s'inspire de Laplace. On imagine que parce qu'on va augmenter l'information sur les caractéristiques des individus, les big data, on pourra réduire l'incertitude sur leur comportement et l'issue de leur demande, par exemple de crédit bancaire. Donc une conception, le hasard finalement est dans nos têtes. Le probable est de l'ordre du vécu, mais n'est pas de l'ordre des choses elles-mêmes. Cette conception remonte à Anaxagore dans l'Antiquité grecque et descend le temps par Laplace au XXe siècle. Autre manière de voir les choses, finalement, on s'est dit ben non. Finalement, même si on savait tout sur tout, comme le démon de Laplace, même si on pouvait tout connaître des causes et de leurs effets, même si on pouvait prévoir le déroulé complet des processus à partir d'une extrapolation de leurs conditions initiales, en fait, finalement, il resterait quelque chose de radicalement, intrinsèquement imprévisible dans la matière, dans les choses elles-mêmes. Et cette conception, qu'on appelle le hasard par essence, le hasard intrinsèque, on la trouve chez Aristote, dans l'Antiquité grecque, chez Cournot, au XIXe siècle, et aujourd'hui dans beaucoup également de disciplines scientifiques dans lesquelles on considère que, encore une fois, le hasard par ignorance ne fonctionne pas. Donc très schématiquement, deux conceptions. Le hasard est dans nos têtes, hasard par ignorance, ou dans les choses, hasard par essence. Et dans les dîners parisiens ou dans les réunions amicales, vous verrez que si vous faites le test, en général, très vite, les deux camps apparaissent et s'affrontent, et vous verrez très vite que vos amis sont d'un côté ou de l'autre, du hasard par essence ou du hasard par ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du hasard en économie et en finance? Est-ce un hasard par ignorance ou par essence? Est-ce qu'il y a un hasard par essence dans le... Alors, ce qu'on observe quand on cherche à modéliser les dynamiques des prix en économie ou des cours en bourse, on a cherché à se rapprocher du hasard par ignorance
avec des modèles de type chaos déterministe dans les années 90 par exemple. On a fait des centaines ou des milliers de tests statistiques sur des séries de cours à haute fréquence pour avoir suffisamment de données statistiques permettant de valider les tests comme les statistiques BDS par exemple. Et on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence des mécanismes de type chaotique dans les prix boursiers ou dans les séries économiques. Ce qui semblerait dire que, à contrario, la dynamique des prix serait plutôt du côté, on va dire, du hasard par essence que du hasard par ignorance, très schématiquement. Et vous avez, je crois, bien connu Benoît Mandelbrot, et il parlait de hasard bénin et de hasard sauvage. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces termes ? Alors oui, c'est vrai, moi j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, après ma thèse de doctorat sur les structures du hasard en économie, d'être invité par Benoît Mandelbrot, l'inventeur des fractales, à passer un trimestre avec lui à Yale. J'ai découvert à la fois les campus, l'Amérique, Mandelbrot et les fractales, c'était assez sympa, c'était vraiment très bien. C'était génial en fait, c'était génial. Et du coup, voilà, Mandelbrot distinguait deux manières de voir les choses dans les structures du hasard. Il a appelé, ça a un peu changé, bénin, malin, sage, sauvage. En anglais, en fait, c'est wild and mild. Il y a un joli balancement phonétique. Et ce qu'il voulait dire, finalement, c'est que, au fond, soit le hasard disparaît à grande échelle, soit il ne disparaît pas. C'est l'image du couteau-scie. Vous prenez un couteau-scie et vu de près, les dents du couteau-scie montent et baissent un peu comme un cours de bourse, et donc ça paraît erratique. Mais vu de loin, à 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, on n'a plus qu'une ligne. C'est le phénomène classique de voir les grands nombres, dont on parlait au début de ce spectacle, et l'idée que les irrégularités aléatoires disparaissent au profit d'une régularité non aléatoire, pour des grands nombres classiques. Et lorsque cette irrégularité disparaît, Mandelbrot disait au fond, il y a une forme de hasard que l'on peut domestiquer, qui semble compréhensible, et qu'il a appelé mild, en anglais assez doux, ou mettons sage. Et de fait, c'est ce hasard-là qui a été logé dans les modèles mathématiques de la finance et qui a conduit à la catastrophe financière de 2008. Pour la raison précise que ce type de modélisation ne rendait pas compte du phénomène de hasard que Mandelbrot a appelé sauvage, mild, et qui voulait dire autre chose. Alors qui voulait dire quoi ? Finalement, quand on prend la côte de la Bretagne, on la prenne à 1 mètre du sol ou à 10 000 mètres d'altitude, elle reste extrêmement irrégulière. Ce qui veut dire que dans le hasard qu'on appelle sauvage, malin, l'irrégularité ne disparaît pas quand on prend une distance. L'argument des fonds de pension, c'est de dire on prend une distance et à distance, à long terme, le risque disparaîtra parce que l'irrégularité disparaîtra, comme le suppose le hasard sage ou bénin. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe, parce que justement, à long terme, l'irrégularité, le risque ne disparaît pas. Le hasard est plutôt sage, pas sauvage ou malin. Malin, on pourrait dire au fond, le démon, mais pas de la place, se rit des tentatives de vouloir le déjouer par du hasard sage et bénin, alors qu'en réalité, il est malin. Et je pense que si on considère la catastrophe financière qu'on a connue en 2008 à partir de cette grille d'analyse des hasards bénin et malin, sage et sauvage, on voit qu'une grande partie du problème qui n'est pas résolu est venu de ce que justement l'ingrédient probabiliste qu'on a logé dans les mathématiques financières n'était pas adapté au phénomène que l'on voulait modéliser. Donc on a diffusé une vision trompeuse, une illusion de sécurité sur les risques financiers parce que l'on croyait justement que le hasard était de type maîtrisable parce que les irrégularités disparaîtraient au profit d'une régularité non aléatoire, ce qu'on appelle dans le jargon des marchés la volatilité. Et donc c'est intéressant de relier ces intuitions des deux sortes de hasard avec ce qu'on a connu depuis 2008 et qui, à mon avis, n'est pas du tout aujourd'hui résolu. On peut en parler après. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être Annick a envie d'ajouter quelque chose ? Sur le hasard bénin ou malin. Peut-être sur la question qu'on se pose, c'est d'où vient le hasard, quoi, cette caractéristique bénigne ou maligne plutôt, du hasard. Donc,
là, la physique a probablement des choses à dire, parce qu'une des caractéristiques de la physique, c'est de regarder le même phénomène à des échelles différentes, et de pouvoir avoir des regards différents sur les choses. Donc peut-être aussi revenir sur le hasard par ignorance, parce que il y a bien sûr le hasard de la mécanique quantique, je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne dirais que des erreurs ou des stupidités, ou des naïvetés, ce qui est peut-être encore pire. Quelque chose en revanche qui mérite d'être souligné, c'est le hasard par ignorance. Il y a effectivement notre ignorance, mais après il y a dans quel est le système que l'on va considérer. Dans certains cas, on a un petit peu d'ignorance au départ et ça nous donne un petit peu d'ignorance à l'arrivée. C'est flou. Notre image du système et la prédiction que l'on pourra faire du système est un peu floue, à proportion de notre ignorance initiale. Donc ça, c'est pas très grave, c'est bénin. En revanche, il y a des systèmes, Christian Walter a mentionné le mot de chaos déterministe. Effectivement, ces systèmes chaotiques vont, eux, générer des phénomènes beaucoup plus graves. C'est ce qu'on appelle aussi la sensibilité aux conditions initiales. Cela veut dire que le système, la dynamique, l'évolution du système va amplifier notre ignorance, va amplifier la moindre petite influence qu'on aura laissée de côté. Donc, ça peut être qu'on n'aura pas mesuré au micron près. Et même si on mesure au micron près, il arrivera toujours une limite à ce que l'on aura mesuré, à la façon dont on aura mesuré par exemple la température. C'est le problème de la prédiction de la météo. On pourra avoir oublié la position de la Lune, qui n'aura pas été la même entre le début et la fin de l'expérience. Un électron sur Sirius, l'exemple qu'on donne d'habitude, le battement d'aile d'un papillon au Brésil qui va provoquer une tornade au Texas. Donc la dynamique est en elle-même capable d'amplifier la moindre petite défaillance initiale. Ce que vous voulez dire, c'est que, par exemple, si je reviens au jeu de hasard, parce que j'ai toujours espoir de gagner à la roulette pour faire vivre cette maison, eh bien, vous voulez dire que si le croupier, il lance sa bille toujours de la même façon, la bille va atterrir exactement au même endroit, j'imagine, parce que au fond, quand même, les lois de la mécanique sont déterministes. Donc, Alors, tout à fait, les lois de la mécanique sont déterministes. Pour une prédiction à court terme, il n'y aura aucun problème. On pourra suivre les premières millisecondes. Mais il arrivera toujours un moment où le fait que quelqu'un ait éternué au fond de la salle change du tout au tout le résultat. Donc l'exemple familier, c'est vous faites de la pâte feuilletée, vous mettez 2 petits grains de riz dans la pâte, vous faites le mélange, on étire, on replie, on étire, on replie. Il arrivera toujours un moment où les 2 petits grains de riz initiaux vont se retrouver à des endroits imprédictibles. Donc c'est là une des origines de l'imprédictibilité de beaucoup des phénomènes qui nous entourent. Elle est liée en partie à notre manque de connaissances, mais il faudrait une connaissance totalement infinie pour, et en tout cas pour ce qui nous concerne, totalement inaccessible. merci. Peut-être que ça inspire notre magicien. Sur les prédictions. Sur les prédictions. J'aurais besoin de 2 personnes. Alors, une personne du public, vous choisissez entre vous, parce que vous êtes très nombreux. Et puis, une personne ici. Voilà. Alors, est-ce que je désigne par hasard ou quelqu'un vient? Formidable. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Liam. Alors, est-ce que tu veux prendre... Il ne fait pas disparaître les gens. On a testé, surtout il ne fait pas disparaître le public parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup... pas exagéré, hein. Yann, tu crois au hasard ou au destin? T'as dit ça par hasard. Est-ce que tu peux mélanger le jeu bleu? Et vous croyez au hasard ou au destin? Au hasard.
Vous pouvez mélanger le jeu rouge comme ça. Vous mettez un peu de hasard et toi tu mets un peu de destin. Le résultat finalement est le même. On ne connaît pas l'ordre des cartes. Voilà. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cartes dans un jeu. Hein. Ça fait 52, ça fait à peu près 5 cartes par doigt. Venir manipuler 5 cartes avec un doigt, c'est pas facile. Je suis pas sûr. Voilà, c'est vous qui décidez hein, quand vous avez trouvé que c'est bien. Alors, je vais faire une prédiction avec les cartes, parce qu'en fait, je pourrais vous dire tout ce qui va vous arriver lorsque vous allez partir d'ici. Mais comme ce sont des choses personnelles, je vais faire prédiction avec les cartes. C'est plus raisonnable. Des fois, je sais que l'intuition, est-ce que l'intuition a un rapport avec le hasard? Je ne sais pas, mais intuitivement, je vais peut-être... Non, il faut que je prenne une carte par ici. Voilà, je ne vous la montre pas. Alors, vous ne l'avez pas vue, mais vous pouvez la voir. Vous pouvez la surveiller. Vous êtes d'accord? Comme c'est une carte bleue, je vais te demander de toucher une carte rouge, n'importe laquelle, celle que tu veux. Juste toucher celle-ci. Est-ce que tu veux changer? Parce que tu vois, il y a plein de cartes dans le jeu. Et tu peux changer si tu veux. Non, c'est bon. Je vais la garder. Bien sûr. Parce que celle-ci est très bien, celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et celle-là, elle est encore mieux. Oui, quand même prendre celle-ci. Alors voilà, ça va être facile pour toi. Il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est plus facile dans la vie. Donc celle-ci, là, ça aurait pu être la dame de pique, tu as préféré le 8 de cœur. Là, c'est un 10 de pique. Je vous montre en fait que il y a le choix. Hein. Il y a plein de cartes différentes. Alors pourquoi tu as insisté sur le 8 de cœur et pas sur la dame de pique? Par hasard. Ah, vous l'avez entendu? Par hasard. Alors comme je ne veux pas y toucher à la carte qui est là-bas, là, que j'ai déposée depuis le début, je vais demander de la retourner toi-même. Et la poser ici à côté. Je vous remercie, vous pouvez regagner vos places par hasard. Merci beaucoup, merci Diane pour ton aide. Alors moi j'avais, pour continuer sur la prédiction, je pensais à la prédiction du cours de la bourse, hein, c'est toujours mon obsession de gagner de l'argent, et je me demandais comment on pouvait modéliser quelque chose comme le cours de la bourse et finalement modéliser l'humain d'une certaine façon. Je crois que je vais un peu revenir sur des choses que Christian a déjà évoquées, mais en gros, modéliser l'humain, c'est comment le modéliser. Finalement, souvent, quand on modélise des choses en probabilité, on le modélise par des événements indépendants. Et pourquoi est-ce que l'humain se comporterait de façon indépendante, en particulier dans les problèmes de bourse, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir très très vite l'information pour réagir au plus vite, une fois qu'on sait ce que les autres ont fait. Donc comment faire ces modèles? C'est quelque chose qui reste, en tout cas pour les mathématiciens, très mystérieux, même si, comme Christian le disait, les mathématiques qui sont utilisées aujourd'hui dans les banques sont basées sur la notion d'indépendance, sur des acteurs indépendants. Donc ça, c'est une chose. Une autre petite remarque que je voudrais faire, cependant, je crois que ce qui est encore beaucoup utilisé, c'est l'idée qu'on a des modèles indépendants qui nous donnent des résultats, et donc un peu comme le pile ou face, on sait à quoi s'attendre. Et ce que peuvent faire éventuellement les gens qui travaillent dans les milieux boursiers, c'est de regarder si ça se passe bien comme si c'était indépendant. Et puis, quand ils voient que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas du tout prévu par leur modèle, là, ils se disent, il y a peut-être une bonne opportunité, il y a quelque chose qui se trame,
trouvons quoi, et comme ça on pourra faire un très très bon placement. Alors, moi, merci beaucoup, Alice. J'avais envie, je vous parler de la modélisation de l'humain, finalement. J'avais envie que Olivier devienne le jouet du hasard. Alors, en ce moment-là, ce que je propose, mais belle, si t'es pas contre, j'ai un jeu de cartes spécial jazz. Ah, intéressant. On m'a offert récemment, et puis je joue, en fait, je joue très peu aux cartes, mais là, c'est l'occasion de peut-être qu'on fasse quelque chose avec ça. Oui, c'est quoi par Et exemple? ben, par exemple, moi, mon problème, souvent, le jazz, en fait, on pense que c'est une musique qui est entièrement improvisée, c'est totalement faux. On prépare énormément, les improvisations sont énormément préparées. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une idée va engendrer une autre idée, et parfois, on ne sait jamais quel solo on va faire à l'avance, ça c'est vrai. Sauf les escrocs qui apprennent leur solo par cœur, mais moi, là, je parle de l'improvisation de jazz. Mais on travaille en interactivité avec un pianiste qui va peut-être faire un accord auquel on ne s'attend pas et qui va influencer notre manière de jouer. Là, aujourd'hui, je suis tout seul en tant que musicien, donc mon collaborateur dans l'orchestre, c'est Bébel et ses cartes. Donc je vais demander aux cartes de choisir à ma place, non pas ce que je vais jouer dans mon improvisation, mais quel morceau je vais jouer. Voilà, parce que c'est souvent un problème avant un concert, on ne sait pas quel morceau jouer, je mets souvent 1 heure à faire une liste, dans quel ordre. Donc là, c'est entièrement le hasard qui va décider de ce que je vais jouer. Alors justement, pour introduire du hasard, il faut un spectateur ou une spectatrice, quelqu'un qui vienne sur scène pour choisir les cartes, parce que c'est moi qui les choisis, c'est trop simple. Un ou une volontaire pour aider à choisir les cartes. Monsieur, merci beaucoup. Quel est votre prénom? Maurice. Alors Maurice va aider Bébel. Bonsoir Maurice. Voilà, alors c'est très simple, je vais simplement vous demander de toucher une carte. Ok. Et puis une deuxième. Et puis peut-être une troisième. 3, ça va Oui. C'est ça. Après, ça dépend combien de temps on a. Moi, je peux faire des concerts d'1 heure et demie. Ah ben, donc je sais pas, parce que là, apparemment, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez mélanger ces 3 cartes, Maurice? Les poser et en retourner une par hasard. Oui, Alors, tu arrives à voir? Oui, ah ouais, je vois. Oui, tu vois. Donc, c'est Armstrong, on va jouer donc un morceau d'Armstrong. Hello de lui. C'est pas composé par lui, mais c'est un morceau qu'il a énormément joué. Encore un trompettiste, Gillespie. Alors, Dizzy Gillespie, c'est plus moderne comme style. Alors, on va faire un tube qu'il a composé en plus, qui s'appelle Night in Tunisia.
C'est un drôle de... Il n'y a pas pu avoir un saxophoniste là, non? C'est monsieur qui a choisi. Bon, il a joué avec beaucoup de saxophonistes. Alors, Miles Davis. Alors, le problème avec Miles Davis, c'est qu'il a beaucoup de morceaux qu'il a signés qui, en fait, n'étaient pas écrits par lui. C'est un très bon musicien, mais il était un peu filou. Alors, qu'est-ce que j'ai... Fort. Un morceau de Miles Davis qui s'appelle Fort. Enfin, je crois que c'est de Miles Davis. Écoute, je vois que tu t'en sors très bien. Est-ce que ça t'intéresse de corser un petit peu les choses? Ça te dit? Ouais, Ouais. Vas-y. De toute façon, si je me trompe, on dira que c'est l'improvisation. Que c'est la faute du hasard. Non, c'est l'improvisation. Oui, c'est ça. Tiens, est-ce que tu peux me dire... voilà, je vais mélanger quand même, parce que... C'est mieux. Oui, si tu pouvais trouver des saxophonistes. Voilà, je vais défiler les cartes et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Tu m'as dit stop au hasard. Ah bah tiens, voilà. Est-ce que tu peux jouer ce morceau-là? Ouais. Quoi? Tourner. Ah bah non, là on corse un peu. Je joue un morceau. Ben, en fait, je te propose de jouer un morceau par hasard. Okay. Vas-y. Alors là, je vais en profiter. Je vais jouer un morceau. Oui. Je vais jouer un morceau d'un saxophoniste. Le roi des saxophonistes pour moi, c'est Charlie Parker, qui faisait l'alto d'ailleurs. Donc une composition de Charlie Parker qui s'appelle, elles sont difficiles, on va prendre la plus dure, Scrapple from the Apple. T'as dit quoi? Charlie Parker, Scrapple from the Apple. Bravo. Et c'est peut-être un coup de chance. Oui. Mais justement, la chance et le hasard, c'est intéressant de les mettre en... C'est quoi la différence entre chance et hasard? Est-ce que tu peux prendre la carte et la mettre n'importe où dedans? Voilà, très bien. Donc en fait, tu l'as rentrée au hasard. Tu aurais pu la mettre entre ces deux cartes. Enfin, vous auriez pu la mettre entre ces deux cartes. Et vous avez mis entre ces deux cartes. Alors c'est marrant parce que... est-ce que tu as une idée des cartes? Non. Bah, à part Parker qu'on connaît. Ouais. Et ces autres... Par exemple, attends, petite machine à rayon X. celle-ci, est-ce que tu peux... Ça, c'est évident. Ça. Oui. Vous allez reconnaître, c'est très évident.
Vous l'avez reconnu? Certains d'entre vous m'ont reconnu. Oui, bien sûr. Ouais. Je peux entendre le titre? Bon, ils ont reconnu l'air, mais pas le titre. Le jazz est une musique assez méconnue. Oui, bravo. Exile Train, donc c'est un morceau de l'orchestre de Duke Ellington. Duke Ellington est un de ses plus gros tubes. Ouais, Ben, c'est marrant parce que c'est... Ouais, exact. Mais alors, là, je propose de la montrer au public et que tu regardes pas. Hein? C'est juste comme ça pour s'amuser. Alors, vous voyez tous la carte, là? Vous arrivez à lire? Bah, dites le nom si vous avez. Non mais, toi tu vois pas évidemment. Et je vais demander à monsieur de mettre la main comme ceci, ici par exemple, sur le tapis. Oui, on voit bien. Et de mettre l'autre main par-dessus. Et bah c'est bon, tu peux jouer, vas-y. Règle mon manche. Ça s'agit. Ah, on y va. Alors donc là, je suis censé savoir ce qu'il y a sous la... Voilà, parce que là, tu joues. Parce qu'on pourrait penser, je sais pas, tu as des sens extrasensoriels, tu peux voir les cartes. Alors là, elle est cachée. En gros, je joue ce que je veux, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, un compositeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thelonious Monk, qui a composé une des plus belles mélodies du jazz, Round About Midnight. T'as dit quoi? Monk. Thelonious. C'est Monk, hein? Non, c'est pas ça. Hein? C'était Monk ou... Ah, non, vous avez vu? Non, il faut voir. Si. Bravo, t'as un peu à gagner. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Merci. Alors bravo, il n'a pas été tant que ça finalement le jouet du hasard. Il a déjoué le hasard. Oui, c'est... Bravo. Alors, il y avait une autre question que j'avais envie de poser à nos scientifiques. Et je ne sais pas si vous avez déjà compris ça. Moi, j'ai du mal. Je sais qu'un dé a 6 faces. Donc, si je tire le dé, je le lance, je sais qu'il y a une probabilité 1/6 de voir apparaître la face où il n'y a qu'un point, par exemple. Bon. Mais si je tire mon dé et que le 1 apparaît, que cette face-là apparaît, au fond, je peux dire que la probabilité, c'est 1, puisque l'événement a eu lieu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Annick? Alors,
une partie de la réponse, ou en tout cas cette question a fait l'objet d'une théorie qu'on appelle théorie de l'information, qui a été inventée et introduite par Claude Shannon en 1948 et qui a eu beaucoup de développement, qui a encore des développements aujourd'hui. Alors, théorie de l'information, c'est pas l'information au sens courant du terme, c'est pas les informations qu'on a au journal télévisé, c'est pas l'information que l'on peut propager dans les réseaux sociaux, c'est une notion probabiliste, donc une notion très reliée au hasard et aux probabilités, donc c'est pour ça qu'elle s'applique, elle a même été introduite dans le cas décrit. Alors, cette différence entre une probabilité initiale et l'événement observé, c'est précisément ce que Shannon mesure en termes d'information. Donc il a défini l'information comme, je vous dis quand même, mais le détail n'est pas très important, moins le logarithme de la probabilité a priori, de cette probabilité 1/6 d'observer le dé. Donc cette quantité, c'est l'information qui est apportée quand on observe l'événement. C'est en quelque sorte la quantité de surprise. Un événement très très rare va créer une très très grande surprise. L'information manquante initialement pour prédire cet événement, elle est très très grande. Si on sait que le dé est pipé, que normalement on n'observe jamais la phase 6, ou presque jamais la phase 6, il faudra une énorme information pour savoir que par un miracle, cette phase va sortir. Si on considère tous les cas de figure possibles, donc les 6 phases du dé, que l'on somme sur leur quantité d'informations, ou plus précisément qu'on fait la moyenne de ces quantités d'informations individuelles, on obtient quelque chose dont vous avez certainement entendu le nom, c'est l'entropie. Alors attention, c'est l'entropie de Shannon. C'est une entropie reliée aux probabilités, aux distributions de probabilités. C'est en fait, cette entropie de Shannon, elle va mesurer à quel point la distribution initiale des probabilités est uniforme, le vrai hasard, le hasard quand on ne sait rien, le hasard où tous les événements sont équiprobables, ou bien, quand l'entropie est plus faible, une distribution qui va donner un plus gros poids à l'un des événements. Donc cette entropie de Shannon, elle est maximale pour une distribution plate, où tous les événements sont équiprobables, et elle est nulle si un des événements a une probabilité 1 de se produire et les autres aucun. Et donc un magicien, c'est un réducteur d'entropie. Merci. Alors, un magicien est-il un réducteur d'entropie? Et un musicien?
Alors, j'aimerais faire une expérience avec un spectateur. Est-ce que quelqu'un peut monter sur cette scène? Merci. Quel est votre prénom? Emeline. Emeline, prenez place. Alors voilà, Émilie, je vais vous demander de prendre 3 cartes. Et vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre 2 rouges, une noire, ou 2 noirs, une rouge, ou 3 noirs, 3 rouges, enfin 3 cartes que vous voulez. Trois rouges. Et moi aussi, je vais prendre 3 cartes. Est-ce que vous pouvez mélanger? Donc là, on met un peu de hasard dans le jeu. Et je vais vous demander ensuite de distribuer les cartes une par une. Et la première séquence qui ressemble à ces 2 modèles, si c'est 3 rouges, bah, vous gagnez. Si c'est une noire suivie de 2 rouges, je gagne. Donc, vous retournez les cartes une par une, qu'on les voit sur le tapis. Donc, une rouge, 2 rouges, une noire. Non, non, continuez, continuez. Une noire, oui, continuez. Une rouge, une noire. Alors, par ici, je crois que, parce que comme ça, ils peuvent voir. Ah, une noire, 2 rouges. Continuez. Une noire, 2 rouges. Ah oui, 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 pardon. Il reste pas beaucoup de cartes. Hein. Excusez-moi, hein, je ne fais pas exprès. Bon, vous voulez qu'on recommence encore une fois? Voilà, une dernière fois, parce que vous pouvez peut-être penser que c'est du hasard, de la chance. Enfin, personnellement, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est étonnant. Prenez 3 cartes. Vous êtes sûr? Ok. Alors, allez-y. Faut le mettre là. Ah, vous avez gagné.
J'ai gagné. De rouge. Ouais. Rouge, rouge, noir. Rouge, rouge, noir. Ouais. Est-ce que mélanger les cartes, vous pouvez mélanger parce qu'on peut penser que c'est peut-être pas assez mélangé. On va mettre du hasard un peu dans tout ça. Rouge, rouge, noir. Ouais. De rouge et noir. Non, il y a rouge. Il y a rouge. Si, c'est bon, elle a gagné. Hein, rouge, noir, noir. Ah oui, bah, j'ai gagné avant, oui, c'est vrai. Elle n'a même pas vu. Non, côté, à côté. Bon, vous pouvez la mettre n'importe où, hein, si vous voulez, vous la remettez ailleurs. Vous pouvez remélanger. Bon, bah, mes excuses, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme Faut ça. pas jouer aux cartes avec les magiciens, c'est bon. Bon, personnellement, je joue pas, je gagne, ça va plus vite. Hein. Je vous remercie. Merci. Olivier, ça vous inspire quelque chose? Il y a un petit morceau de musique pour détendre. Une ligne pour faire oublier cette raclée. Alors, j'ai joué un morceau de. Bon, c'est aucun rapport avec le hasard, mais. Si, bon, non, j'ai déjà joué un morceau de Billy Strayhorn pour Clinton, c'est Takes the Ocean, et là, je vais jouer un autre morceau de Billy Strayhorn. Je n'avais pas prévu de jouer le premier, mais celui-là, j'ai prévu. Ça, c'est le hasard. Peut-être jouer Stormy Weather. Alors. Ah ouais, Stormy Weather, c'est joli. Stormy Weather.
Allô? Ouais? Non mais là je travaille là. Ouais, je suis sur scène en plus. Ouais, avec Bébel, oui, mais c'est qui? Ah, c'est l'as de pique. Ouais, oui, mais justement, Bébel et moi on est sur scène et on travaille. Et d'ailleurs, je voulais lui parler, ok. Bébel, c'est pour toi. Si on vous gêne, hein? Non mais c'est l'as de pique qui... Oui, allô? Ah ben oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que les cartes s'inquiétaient. Oui, je sais, t'as fait la fête des guerres du Vietnam. Mais c'est pour ça, t'es célèbre. Quoi? Ah ben, t'arrives tout de suite. Ok. Merci. Je raccroche. La vidéo. Ah.
T'as un problème? Ouais, ça pense. Ah bon? Moi aussi. J'ai perdu la pique. Et moi j'ai perdu mon sol dièse. Bizarre ça. Ah ouais. Attends, c'est à chaque fois je fais. Je sais pas, tiens, pourtant c'est. Quoi, c'est cette touche là. Normalement elle marche. Ouais. Là. C'est un hasard, tu crois? C'est un instrument professionnel, je le fais réviser régulièrement. C'est des cartes professionnelles aussi. J'ai perdu la pique. Si. Alors il faut se méfier de la pique, hein, parce qu'il part, on ne sait pas où. T'es sûr qu'il n'y a rien, y a rien qui coince dans ton truc? Ah bon? J'ai regardé. Il n'y a rien à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Ah bah voilà, comme quoi tout s'explique. Voici la fin de ce spectacle. Remercier Bébel, Olivier Despalis, Alice Ben, Christian Walter et Alice Guillemet. Merci d'avoir été avec nous. Personne évidemment à laquelle on pense tous aujourd'hui, qui n'est pas avec nous mais qui est avec nous en esprit. Qui est avec nous, absolument, c'est Marie-Odile Monchicot. Elle est là! Ça c'est la plus belle surprise. Alors, tu viens. Ah ben tu montes. Alors voilà, Marie-Odile, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé organiser ce lab origine que tu as inventé